Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sens Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet sur lequel on me pose des questions assez régulièrement en message privé sur Instagram. Et la question, je vais te la poser. D'après toi, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Est-ce qu'il y en a un des deux qui gagne entre un jeu divinatoire ou un oracle? Et donc, je vais répondre à cette question. Déjà, on va commencer un petit peu par se demander de quoi on parle. Donc, moi, personnellement, quand je parle de jeu divinatoire, je vais parler d'un jeu spécialement conçu pour de la voyance. Je ne parlerai pas des outils tels que les runes, la géomancie, Là, je vais parler de cartes. Clairement, je vais parler de cartes. Donc, pour moi, les jeux divinatoires, on va parler par exemple du tarot de Marseille, qui est un jeu de cartes qui est composé de 78 lames. On peut aussi parler des tarots anciens, les grands-parents, si tu veux, des tarots du tarot de Marseille. Par exemple, j'avais une édition limitée que j'ai perdue d'un jeu qu'on appelle les Minchiate Fiorentine, qui est un jeu de 97 lames. Et je peux également te parler, par exemple, du tarot celtique. C'est un tarot que j'ai, c'est une rareté. Pourquoi c'est une rareté? C'est parce que c'était des tirages limités et c'était des trucs super nichés, et je l'ai depuis une trentaine d'années. Donc celui-ci, laisse tomber, tu le trouveras pas. Bon, le tarot celtique, c'est pas un tarot de 78 lames, c'est un tarot basé sur le 3, donc je ne me souviens plus, je me demande si c'est pas 72 lames ou 69. J'ai un doute, je l'ai pas ressorti, je t'avoue, pour checker. Ça peut être aussi un jeu basé sur les cartes à jouer, ou même simplement un jeu de cartes à jouer que tu tires. Mon arrière-grand-mère, c'est ce qu'elle utilisait pour faire les cartes à jouer. Voilà. Je peux te parler de façon beaucoup plus large du Grand Lenormand, qui est un jeu que je tire depuis... ça fera 30 ans cette année. Et beaucoup plus rarement, on peut aussi parler de jeux qui sont appelés oracles, mais que je différencie des oracles actuels, de type oracle Béline ou l'oracle de G. Ce sont des exemples que je te donne, mais à la fois le Béline et le G sont vraiment faits, c'est taillé pour la voyance. Les oracles, d'un point de vue moderne, ils sont multiples. Ils sont protéiformes. Et il y a tellement de styles, de nombre de cartes, de thématiques, de types d'illustrations, de formes de cartes, même si par exemple il y a des oracles avec des cartes rondes, je trouve ça trop bien. Il y en a tellement que ça peut être extrêmement difficile de ne pas en trouver un qui te plaît. Mais alors, finalement, vu que là on ne parle que de cartes, déjà on va commencer par aborder les points communs. C'est que les deux peuvent être utilisés comme outil de guidance. Alors la guidance, ça va être différent de la voyance, dans le sens où, pour la guidance, ça va t'apporter de la lumière sur ton chemin que tu traverses à l'heure actuelle. Ça va t'aider à avancer, à déterminer tes projets. Ça peut aussi t'aider, par exemple, je suis en train de checker mon script parce que je voulais pas m'auto-saboter, mais je l'ai pas noté. Du coup, les deux peuvent t'aider à faire du shadow work. Donc c'est pas tout à fait de la guidance, mais un petit peu quand même, parce que c'est comme si tu étais accompagné avec une entité, quelque chose qui va tenir la lumière pendant que tu plonges dans tes profondeurs. Donc, les deux permettent de faire ça. Les deux vont être basés sur un symbolisme puissant. Et les symboles vont être utilisés comme déclencheurs et comme encre de l'intuition. Donc, ça va être des supports
pour utiliser ton intuition, pour la diriger. Et c'est pas pour rien que, par exemple, la guidance 2024 que j'avais proposée au mois de janvier jusqu'à mi-février, je la faisais à partir du tarot et aussi d'un oracle qui a été créé par Paula Von Groot et qui est une merveille. Et pourquoi je le faisais à partir du tarot? Je peux très bien le faire sans, hein. Très clairement, pour moi, ce sont des supports, mais le tarot me permet de fixer mon intention. C'est un petit peu, imagine quand tu écris, très souvent quand on écrit sur une feuille blanche, on va pas toujours écrire droit, c'est mon cas. J'écris pas droit, loin de là. Et c'est pour ça que je préfère avoir des lignes. Eh bien, le tarot me sert de ligne. Tout comme l'oracle, entre guillemets, me sert de ligne pour pouvoir écrire droit, quoi. Ça focalise mon intention. Donc, c'est aidant de ce point de vue-là. C'est pour ça que j'appelle ça une sorte d'encre de l'intuition. Les deux aussi peuvent être interprétés de manière complètement subjective. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que pour une carte donnée, ton interprétation va être différente de, mettons, ta meilleure amie ou ta copine, ta voisine, qui sais-je. Ton interprétation va être teintée de ton expérience, de ton expérimentation et de ta façon aussi d'embrasser ce genre de symbole. C'est vraiment dépendant de chacun en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Et les deux vont t'appeler à lâcher prise et à faire confiance en ce qui est en train de se jouer. Donc c'est vraiment, les deux sont en mode trust the process, quoi. C'est fais confiance à ce qui se déroule. Donc là aussi, si tu veux, c'est vraiment le lien avec l'intuition. Et enfin, mais j'en ai déjà un petit peu parlé il y a quelques minutes, les deux peuvent servir d'outils d'évolution personnelle pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre. En ce qui concerne les différences, alors là, évidemment, il y en a aussi. Parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir les deux? En termes d'origine et de tradition, les jeux divinatoires, donc les tarots, jeux de cartes, mais si tu vas plus loin, les runes, la façon de tirer la géomancie, le yiking, ils ont tous une structure codifiée. C'est cette structure qui va aussi te permettre d'apprendre. Les oracles, quant à eux, ils vont avoir une composition extrêmement variée, tant en termes d'illustration, de couleurs, mais aussi de contenu et de forme. Les auteurs et les autrices d'oracles vont s'inspirer, mettons, ça peut être de leur expérience, ça peut être de choses qu'ils vont canaliser, ça peut être de traditions anciennes. Je pense par exemple à l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Alana Fairchild, elle a fait plusieurs oracles qui sont en lien avec des grands archétypes féminins. Par exemple, elle a aussi fait un oracle de Marie. Marie ou Marie-Madeleine, maintenant j'ai un doute. Je crois que c'est Marie. J'ai également à la maison l'oracle de Kuan Yin, qui est également une divinité, un archétype féminin. Donc voilà, je suis en train de penser aussi par exemple aux oracles de Rebecca Campbell sur les êtres stellaires. Là, elle va s'inspirer des messages qu'on peut recevoir des êtres stellaires et donc de toute l'iconographie liée à tout ça. Donc Rebecca Campbell, elle canalise les messages. Danielle Noël, qui est l'illustratrice, canalise les illustrations. Voilà. Donc, il y a autant de possibilités de faire des oracles qu'il y a de créatrices et de créateurs d'oracles. Là, tu vois aussi, je viens de penser par exemple à l'oracle sur le chamanisme. Alors, j'ai un doute sur le titre d'Osalie Intuitive, ce qui est un très bel oracle teinté d'énergie chamane. C'est vraiment un très très bel oracle francophone. Il y a vraiment beaucoup, tu en trouves vraiment énormément. Au niveau de la complexité d'interprétation, comme je te l'ai dit, les jeux divinatoires, ils peuvent être étudiés pour en mémoriser les significations et pour t'aider à lâcher prise au final et à apporter ta propre touche quand tu interprètes. Apprendre le contenu, la signification de la symbolique d'un jeu divinatoire, ça va vraiment t'aider à t'approprier le jeu.
Alors que les oracles n'ont pas forcément de structure. Et il n'y a pas forcément de lien non plus entre les cartes, donc ça va être extrêmement difficile de les mémoriser. Et d'ailleurs, je te déconseille clairement d'essayer de mémoriser ton jeu. C'est pas important, c'est pas ça qui compte. Quand je parle évidemment d'un oracle. Un jeu divinatoire, compte tenu que, en tout cas moi c'est comme ça que je les perçois et c'est comme ça que je les utilise, ça me sert de ligne pour laisser se déployer mon intuition et la canalisation. Il est quand même important que je sache un petit peu, entre guillemets, où je mets les pieds, que je sache un petit peu ce que je vais dire. Par exemple, mettons, là je suis en train de penser à une carte dans le Grand Lenormand, je me rappelle plus du numéro, mais c'est la carte qui représente la mort de Chiron. Avec une carte comme ça, je vais pas t'annoncer une grande réussite dans tes projets. C'est pas ça, parce qu'en fait, la signification de base de cette carte-là n'est pas là. Donc, tu peux pas dire n'importe quoi. C'est pas le but en fait. Faut vraiment voir ça comme des marches pour aller vers l'exploration de ton intuition. Mais tu peux pas décider de faire une marche à 30 cm et puis après une à 40. Enfin, il faut respecter le contenu du jeu, mais tu peux l'apprendre. En termes de structure, eh bien, les jeux divinatoires vont avoir une structure fixe. Et cette structure a une origine et elle a des explications. Par exemple, les arcanes majeures du tarot, il y en a 22 et ça vient des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est basé là-dessus. Alors que les oracles vont avoir une composition variée tant en termes d'illustration, de couleurs et de formes. L'utilisation et l'objectif est également différent. C'est-à-dire que les jeux divinatoires, traditionnellement, même si on peut faire beaucoup de choses avec, ils vont être utilisés pour prédire l'avenir. Alors que, dans mon opinion que je partage, les oracles sont beaucoup plus efficaces si on les utilise pour de la guidance. Donc encore une fois, il y a une différence entre la voyance et la guidance. Et pour ma part, j'ai arrêté la voyance, même si je peux toujours la pratiquer, et je préfère la guidance, pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées dans un épisode précédent de ce podcast. Donc la guidance, c'est pour t'aider à prendre des décisions, à t'orienter en vue de ton épanouissement complet, personnel, professionnel, etc. C'est le ciel est ta limite, quoi. Voilà, et encore. Et enfin, le contexte culturel va être aussi différent. C'est-à-dire que les jeux divinatoires sont souvent associés à des traditions culturelles spécifiques, comme le tarot de Marseille ou le Yi-King, les runes. Tout ça a un contexte culturel qui d'ailleurs explique également la symbolique, en tout cas pour le tarot de Marseille. Le Yi-King, pareil, ça a un contexte culturel, c'est un art divinatoire extrêmement ancien qui vient de Chine. C'est passionnant à étudier, c'est pas le moment. Mais voilà, il y a quand même tout un contexte culturel qui va expliquer pourquoi c'est ce type de support de voyance qui a été créé. Alors que les oracles, de leur côté, ils ont été créés pour pouvoir s'adapter à une variété de croyances, de pratiques et de cultures. Je t'ai cité des oracles d'Alana Fairchild un petit peu avant. Par exemple, si les énergies égyptiennes, les énergies d'Égypte antique ne t'intéressent pas du tout, eh bien, tu vas pas aller vers l'oracle d'Isis. Après, il y en a what millions, des oracles inspirés par l'Égypte. Il n'y a pas qu'Alana Fairchild qui en fait. Si t'es pas du tout appelé par les énergies des êtres stellaires, eh ben, c'est pas grave. Et tu n'as pas à aller acheter nécessairement un oracle de Rebecca Campbell. Donc, tu as vraiment du choix, tu as vraiment la possibilité de trouver quelque chose qui va te parler. Pareil, le chamanisme. J'ai plein d'oracles liés au chamanisme. Encore une fois, mon préféré, c'est celui d'Ozali. Ah, ça m'agace de ne pas me souvenir du titre, je te le mettrai en description. Le chamanisme peut très bien ne pas du tout te parler, et c'est pas grave. Il y a tellement de propositions en termes d'oracle que tu vas forcément trouver quelque chose qui te plaît. Donc, au final, qui gagne entre les deux ?
Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Non. Moi, j'avoue, hein, pourtant j'ai commencé la cartomancie, comme tu sais, il y a très longtemps. J'avoue, je conseille les oracles. Parce que c'est plus simple. Parce qu'on n'a pas forcément envie de se plonger dans un jeu divinatoire, même si c'est pour l'utiliser en termes de guidance. On n'a pas forcément envie de se plonger dans toute la symbolique, dans tout ce qui va concerner ce jeu divinatoire. On n'a pas forcément cet appel-là. On peut avoir envie d'utiliser un outil qui va nous guider, un outil qui va nous donner l'impression, à raison, d'être en communication avec nos guides, nos gardiens, tu les appelles vraiment comme tu veux, pour avoir une communication beaucoup plus claire avec eux. Et moi, je conseille vraiment les oracles, parce qu'encore une fois, il y a tellement de propositions que c'est impossible que tu n'en trouves pas un qui va t'appeler. Mais si évidemment tu as envie de plutôt être dans la voyance, alors là aussi, un jour il faudra peut-être que j'en parle, faut me le dire en commentaire si tu as envie que j'en parle. Moi, le Grand Lenormand, je l'utilisais, alors je l'utilise toujours, mais je l'utilisais quand je faisais de la voyance, aussi bien pour prédire l'avenir que pour comprendre le passé. Donc je l'utilisais vraiment je l'utilisais comme compagnon de voyage sur les lignes de temps, quoi. Hein. C'était comme ça que je l'utilisais. Et je sais même plus pourquoi je dis ça. Là, tu vois, quand mon script est un petit peu moins précis que juste avant, parce que je voulais pas oublier ce que je voulais dire. Mais les oracles, oui, ça a un accès beaucoup plus simple. Je trouve que ça permet vraiment une démocratisation de la guidance. C'est intéressant de faire appel à quelqu'un qui par exemple, est canal, qui est voyante, etc. Oui, évidemment, je vais pas me tirer une balle dans le pied, parce que c'est ce que je fais. Mais, je trouve vraiment que c'est intéressant aussi de pouvoir se prendre en charge avec des oracles. Donc, mon conseil, suis ton envie. T'as envie d'utiliser un oracle pour ton développement personnel, mais franchement, kiffe ton truc. C'est super. T'as envie de le faire avec un tarot ou le Grand Lenormand ou le Béline. Un jour, je vais faire un épisode sur le Béline. De mon désamour à mon amour, parce que vraiment, ça a été compliqué. Mais si tu as envie d'utiliser un jeu divinatoire pour de la voyance, je rabafouille beaucoup aujourd'hui, pour de la voyance, je vais pas t'en empêcher, hein. Je veux dire, fais ce que tu veux. Et je dis pas que la voyance c'est du caca, c'est juste que moi, de mon expérience, j'ai préféré arrêter. Mais quand j'ai besoin d'un conseil en voyance, je sais à qui m'adresser aussi. Donc en fait, oracle ou tarot, tu choisis réellement ce qui te plaît, ce qui t'appelle. Et je te propose en bonus mes conseils pour étudier efficacement, si je puis dire, un jeu divinatoire. Comme je te l'ai dit, un jeu divinatoire, il a une structure. Donc tu peux te baser sur cette structure pour te familiariser avec lui. Je vais te donner l'exemple du Grand Lenormand. Le Grand Lenormand, je me suis plongée dedans à 13 ans. Comment j'ai fait pour, à 15 ans, être une experte en Grand Lenormand, et je peux te dire que je déchirais en termes de voyance avec le Grand Lenormand. J'étais vraiment très très bonne. Comment j'ai fait? Alors que j'allais à l'école, que je prenais des cours de piano, en plus avec 2 profs de piano, enfin bref, j'avais un emploi du temps, je faisais du basket aussi, j'avais un bon emploi du temps. Et pourtant, sans me coucher à pas d'heure, ah oui, parce que je suis ascendant marmotte, j'ai réussi à étudier en profondeur un jeu réputé difficile. Déjà, j'ai pris un bon bouquin. Ça aide. Mais surtout, c'est qu'ensuite, je me suis plongée dans la structure thématique du jeu. Le Grand Lenormand, il est composé de 5 thématiques. Le commerce, donc c'est la quête de la toison d'or, donc c'est de la mythologie. La guerre de Troie, donc c'est la partie relationnelle,
là aussi c'est de la mythologie. Le mariage, c'est toute la partie qui est sur l'alchimie. L'ordre du temps, c'est la partie astrologique et là aussi c'était de la mythologie. Et enfin les imprévus, alors là c'était un peu le... Disons que c'est le panier où elle a mis tout le reste, Madame Lenormand. Mais il y a une grosse partie mythologie. Et il se trouve que j'adore la mythologie, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis gamine. Donc ça a été très simple pour moi d'aller chercher des livres. Oui, il n'y avait pas Internet. D'aller chercher des livres et d'étudier différentes visions de toutes les thématiques mythologiques qui étaient proposées dans le Grand Normand. Donc, j'ai approfondi ma connaissance en mythologie grecque et romaine. J'ai observé énormément les cartes pour voir les différents détails qui pouvaient m'appeler, pour essayer de mieux comprendre aussi le message. Tu vois, je te parlais de la carte qui représente Chiron. Dans le Grand Lenormand, en fait, c'est la mort de Chiron. Mais c'est pas seulement la mort de Chiron, c'est le moment où Chiron est mort, mais où il devient la constellation du Centaure. Et tout ça, tu le vois dans la carte. Donc c'est pas simplement le mythe de la mort de Chiron, c'est ce moment de bascule où la transformation est tellement profonde que ça part de la mort à l'immortalité. Donc tout ça, je l'ai étudié en profondeur. J'ai également étudié la géomancie parce que certaines cartes comportent des symboles géomantiques et du coup, je voulais comprendre la nuance que ça apportait. D'avoir à certains endroits de la géomancie, à d'autres non. Il y avait également, sur certaines cartes, tu as des talismans planétaires. Donc, je me suis penchée sur la signification astrologique de ces planètes-là et de leur importance en termes de talismans. Donc voilà, ça a été tout ce cheminement-là que j'ai fait pour décortiquer le Grand Lenormand. Ça a l'air fastidieux, je sais. Mais quand t'es passionné, quand t'as vraiment envie, ça l'est pas. C'est comme pour tout. Pour le tarot, pareil. Mon conseil, c'est comprends la structure. 22 lames majeures, 56 lames mineures. Donc les majeures, tu vas les étudier à part. Les mineures, en revanche, il y a plein de techniques pour les mémoriser. Donc, les lames majeures, ça va vraiment demander une étude particulière. Mais tu trouves hyper facilement des ressources en termes de livres, de podcasts, de chaînes YouTube, de sites web. Tu as vraiment plein de choses. Il faut penser, un gros conseil, penser à étudier le chemin initiatique qui se profile dans les 22 lames majeures. Et d'ailleurs, les 22 lames majeures ont inspiré des romans extrêmement connus. Tu as Là-bas de Huysmans, donc c'est un roman de la fin du 19e. Et Huysmans a basé la structure de son roman sur les 22 lames du tarot de Marseille. Mais il a fait 22 chapitres. Alors que Raymond Queneau, Raymond Queneau, c'est mon auteur préféré. Raymond Queneau, lui, il a écrit Les Fleurs Bleues. Et c'est un roman en 21 chapitres. Parce qu'en fait, la 22e lame est un personnage. Et justement, qui suit ce chemin initiatique, le chemin initiatique du tarot. Donc, voilà. Rien qu'à y repenser, il faut vraiment que je le relise. J'adore Les Fleurs Bleues. Donc, tu as ce chemin initiatique dans les lames majeures que j'avais pas compris quand j'étais adolescente, hein, très clairement. Là-dessus, je préfère être honnête. Maintenant que je suis adulte, je le sais, et c'est quelque chose sur lequel je reviens. D'ailleurs, je vais relire très prochainement La Voix du tarot de Jodorowsky. Voilà, donc tu as les 22 lames majeures qui demandent une étude particulière. Tu peux vraiment étudier plein de choses. La symbolique, les liens avec le lettre hébraïque. T'as plein d'éléments à étudier. La présence de...
Oui, la présence des archanges dans le tarot de Marseille classique. Hein. T'as vraiment plein de choses qui peuvent t'aider à ancrer ta mémoire, en fait. En ce qui concerne les arcanes mineurs, là, tout de suite, il y a des petites facilités, si tu veux. Parce que déjà, tu trouves des thématiques qui vont être exprimées par les différentes couleurs. Les deniers, les bâtons, les épées et les coupes. Ça, c'est les noms classiques des couleurs. Donc, tu as une thématique par couleur. Mais tu as aussi des thématiques en fonction des chiffres. Par exemple, la lame numéro 1 de chacune des couleurs va avoir une thématique similaire. La 2, la 3, enfin, etc. Je ne vais pas te les faire toutes. Et enfin, tu as également les thématiques des personnages de la cour. Donc, quand tu connais plutôt bien les thématiques chacune de ces thématiques plutôt, tu peux les combiner. Donc, ça va t'aider à apprendre beaucoup plus rapidement la signification des lames mineures. Mais pour tout ça, pour que ça fonctionne, mon meilleur conseil, c'est qu'il faut que tu connaisses précisément comment fonctionne ta mémoire. Pour ma part, j'ai une mémoire principalement auditive et kinesthésique. Donc, j'écris à la main. J'écris manuellement, ça m'aide à mémoriser. J'écris et je relis à voix haute. Ça va m'aider. Ou alors, je formule à voix haute pendant que j'écris. Enfin, tu vois, j'essaye de combiner les deux. Ça m'aide vraiment à garder en mémoire les informations que je note. Après, c'est pas forcément le cas pour toi. Toi, peut-être que une simple lecture t'aide. Ou te faire des fiches, vraiment faire appel à sa mémoire et la faire fonctionner de façon hyper efficiente ou efficace, j'ai un doute là. De la faire fonctionner de la manière la plus optimale possible, ça t'appartient à toi. Mais si tu sais comment fonctionne ta mémoire, tu vas pouvoir gagner énormément de temps. Donc pour moi, pour conclure, il n'y a pas de battle en fait entre les jeux divinatoires et les oracles. C'est une question d'appel, c'est une question d'envie. Moi, j'ai très longtemps utilisé les jeux divinatoires, mais c'est parce que les oracles tels qu'on les connaît maintenant n'existaient pas. Et donc voilà. Et comme je te l'ai dit plein de fois, difficile de ne pas trouver un oracle qui te plaît. C'est très difficile, tellement on peut en trouver. Donc, je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je vais mettre le lien en description parce que j'ai créé pour toi un guide dans lequel, en 4 étapes, je t'apprends à t'approprier ton oracle et obtenir les meilleures réponses possibles. Par ailleurs, mi-mars, alors j'ai pas encore défini de date, mi-mars, je vais te proposer un atelier de 2 heures sur les oracles. Et les infos, tu les auras en avant-première dans ma newsletter. Donc je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!